Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour. Team Chronicles et je suis ici avec Adrien, aussi connu comme Oni sur les forums. Yes, merci. Bonjour à toi et Bonjour merci à de toi, l'invitation pour parler de mon deck de cœur. Ah, c'est un plaisir, ça faisait un petit bout de temps qu'on voulait t'avoir sur Chronicles avec ton Gitrog. Ça tombe bien parce que moi ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de parler de J-Trog à la caméra, mais n'ayant pas les compétences ni le temps pour faire cette chronique, je suis très heureux de cette invitation. Eh ben, c'est vraiment un plaisir mutuel alors. Alors tu nous disais du coup que Gitrog c'est une carte qui est assez subtile, la grenouille est subtile et il faut que tu nous en parles en détail visiblement. Et oui, même si sa bave n'atteint pas la blanche colombe, la J-Trog atteint souvent les top 8, du coup c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc le monstre de J-Trog, et non pas J-Trog comme beaucoup disent, J-Trog c'est le nom de la région, tu dis pas le Gévaudan quand tu veux parler de la bête du Gévaudan, et ben là c'est pareil, il faut dire le monstre si tu veux l'abréger, The Monster, mais sûrement pas le J-Trog. Ok. Le monstre de J-Trog, donc magnifique 5 de mana 6-6 qui est sorti en Shadow over Innistrad, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Couleur Golgari, donc on va avoir des removal, du vert ramp et tout. C'est un pack on va voir, il y a pas mal de bons vieux rock, mais on va voir qu'au final les tournures du pack ont changé avec le temps. Donc on a affaire à une 5 de mana 6-6 avec le Death Touch, parce que Contact Mortal c'est vraiment très pratique quand on a déjà 6 de patate. Je crois que ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie que ça ait de l'influence. Ça a été une première fois sur un adversaire qui me joue un Dismember, démembrement. Mon J-Trog passe 1-1 et bloque sa créature, il me fait tu meurs, toi aussi. C'est assez rare, mais bon voilà, faut le savoir, à la Death Touch, ça peut servir. Ça bloque tu peux attaquer avec ton adversaire qui t'a joué un Emrakul et tu vas pouvoir empaler le sien. C'est ça, c'est très narrow, c'est très rare, mais ça arrive que ça ait de l'importance. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, ce Death Touch. Le 6-6 nous intéresse parce que du coup ça va être un général qui coûte 5, c'est assez cher quand on voit aujourd'hui une table de commandeurs, les généraux coûtent 2, 3, 4 grands max. Les généraux à 5, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il n'y a que Ujutai qui est un petit peu joué à 5, et après Teferi. Teferi, ouais. Mais c'est des généraux ou très contrôle ou qui trichent sur la mana, et on va voir que J-Trog fait partie de ces généraux. Donc par contre il est 6-6, et comme un Will Rowan ou un Teferi, il va être très peu sensible au removal. Il va pas mourir sur Fatal Push, il va pas mourir sur Dismember, il va pas trop mourir sur pas mal de trucs qu'on voit traîner. Entre le noir et l'endurance, c'est clair que ça protège de beaucoup de choses. Et mine de rien, tout ce qui est rouge va avoir du mal à le tuer. Et même en noir, comme tu m'en parlais tout à l'heure, il y a au final il y a beaucoup de jeux qui au final, font des choix d'anti-mètres un petit peu plus restreints, comme des Fatal Push ou des Dismember, qui au final pourront pas toucher ton général. Exactement. Donc au moins ces 5 mana qui vont être bien investis, puisqu'on va avoir une 6-6 qui va pouvoir tenir la table, et on va voir qu'elle fait aussi d'autres choses. Donc elle a une première capacité qui dit que au début de ton entretien, tu dois sacrifier le monstre de J-Trog ou sacrifier un terrain. On va pas sacrifier notre monstre de J-Trog, donc on va plutôt sacrifier un terrain. Donc là on voit l'approche land qui apparaît, et ça va être surtout sur la deuxième capacité qui va faire... la deuxième et la troisième capacité qui vont faire plaisir, parce que jusque là ça vend pas trop de rêves. La deuxième capacité étant que tu peux jouer un terrain supplémentaire à chaque tour. Donc là le point ramp est vraiment présent, et on va voir après avec la decklist que c'est vraiment un pack orienté terrain. Et la troisième capacité, et c'est la meilleure, à chaque fois que au moins un terrain est mis dans ton cimetière, tu pioches une carte. Alors il y a 2 petites subtilités. La première, c'est que c'est depuis n'importe où, donc que ce soit depuis la main sur une défausse. Merci de m'avoir main twist, j'ai défaussé des terrains, je vais piocher. C'est depuis évidemment le champ de bataille, donc si on prend Wasteland, on craque un fetch, quoi qu'il se passe, on va piocher. Mais aussi depuis la bibliothèque. Donc si j'ai mon dredge ou qu'on subit un traumatisme, s'il y a encore des jours de traumatisme en 2019, et on va piocher des cartes. Donc piocher des cartes, c'est un peu notre but secret Magic, c'est ce qu'on aime, faire de la mana et piocher des cartes. C'est moi qui vais te contredire à cette table. Non, du coup c'est cool parce que c'est ce qu'on va essayer de faire avec le général et avec ce deck. Ça va être de faire de la mana et piocher des cartes. Donc la première petite subtilité, c'est qu'on a le droit de jouer un terrain supplémentaire. Il faut penser à le faire en général dans la foulée avec le fait d'avoir joué le général. On paye 5, on met son général en jeu, et on va tout de suite pouvoir lander. Il faut éviter de prendre d'autres actions entre deux, parce que si on se fait tuer le général, on pourra du coup pas profiter de cet effet-là. Et
l'intérêt de pouvoir extra-lander comme ça fait un peu comme pour Titania qui coûte 5 et remonte en terrain en jeu. Ça fait que le tour suivant, si elle s'est fait tuer, il suffit de reposer notre terrain du tour et de pouvoir le rejouer. Là avec J-Truck, ça va être, avec le monstre J-Truck, ça va être un peu pareil. On va pouvoir le jouer, poser un terrain, il se fait tuer, le tour d'après on peut le rejouer, reposer un terrain. Alors du coup il y a justement des gens aussi qui vont essayer au moment où tu sacrifies le terrain à ton entretien, le tuer en réponse pour que tu aies le différentiel de mana. Du coup typiquement tu veux jouer directement 2 terrains et attendre avant de craquer des fetch ou de quoi que ce soit pour pas qu'il y ait que la priorité revienne à ton adversaire en fait. Alors ça peut dépendre parce que des fois on va se retrouver avec peu de cartes en main et on va essayer de justement piocher le deuxième terrain qu'on pourrait jouer. Donc on peut se retrouver à poser le monstre avec nos 5 mana et avoir un fetch à côté qu'on va craquer en espérant piocher notre deuxième terrain à poser pour le tour. Donc c'est à voir, ça va dépendre un peu, il y a un peu de feeling, il y a un peu aussi en fonction de est-ce que l'adversaire est tout engagé, est-ce qu'on a des cartes en main qui sont intéressantes à jouer, est-ce qu'on préfère piocher quelque chose qui coûte 1 et le jouer dans la foulée, ou est-ce qu'on va poser un tape-land en deuxième. Il y a quelques subtilités comme ça sur lesquelles il va falloir revenir. Ça va toujours dépendre de ta main quoi. Ça va souvent dépendre de la main, il n'y a pas de règle générale là-dessus. Je vois que tu as sorti mon enchaînement. Voilà, donc le petit token enchaînement. C'est ça, parce qu'il fallait bien recycler la carte. On remercie Moondust d'avoir débanni la carte, ça m'a permis de farmer les top 8 pendant 6 mois. Et du coup, il faut bien rentabiliser ces 3€ investis dans un enchaînement. Donc moi je m'en sers pour compter mes land drops à chaque tour, parce qu'on verra que le pack joue pas mal de cartes qui permettent de jouer plus de land drop dans le tour. Au final on peut très vite oublier combien on en a posé et en plus il y a des subtilités de règles. C'est ça, déjà il nous arrive simplement quand on joue dans d'autres formats de dire au fait est-ce que j'ai landé ce tour-ci. Alors autant dire que quand on a le droit de lander plusieurs fois, qu'on va prendre des actions, etc. entre temps, des fois on est un peu perdu. Donc c'est important et j'ai ramené mes petits tokens, c'est important avec le pack d'avoir de quoi noter, on le verra parce que c'est un pack où on va faire beaucoup de mana, piocher beaucoup de cartes et du coup avoir de quoi noter ses mana c'est important. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous ces manas et toutes ces cartes en main, dis-moi? Eh ben, comme souvent, on part en combo. Et ouais, c'est ça, on va partir en combo. Comme tous les jours, Minus, c'est ça, partir en combo. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, Minus? Eh bien, comme chaque soir, Cortex, nous partons en combo. Non, c'est l'inverse. Ça, c'est l'inverse. Oui, c'est qu'est-ce qu'on fait ce soir, Cortex? Comme chaque soir, Minus, on tente de partir en combo. Et effectivement, on tente de partir en combo avec le monstre de J-Strong. C'est pas toujours facile. J'aime bien dire qu'à Magic, il y a 2 types de decks. Il y a les decks puzzle, on va essayer d'assembler quelque chose, et les decks labyrinthe, on va essayer de s'échapper d'une situation. Avec le monstre J-Trog, c'est un deck combo labyrinthe. On part, on sait pas trop dans quelle direction on va, mais on sait qu'on veut sortir de là. Et donc, on va peut-être présenter le combo maintenant. Allons-y. Donc, le combo, il est avec plusieurs cartes. Donc, la première, ce sont les saisons passées. Donc c'est un puissant rituel qui coûte 6 de mana, donc il a intérêt à être puissant effectivement pour ce coup-là, qui dit qu'on peut récupérer une carte de chaque coup converti de mana depuis notre cimetière dans notre main. Incluant 0, donc un land par exemple. Incluant 0, donc un land, mais un land, non. Un Lotus Pétale, évidemment, pour avoir plus de mana. Ou une Zuranor. Une orbe zuradienne, au besoin. Puisque on aime sacrifier nos terrains pour piocher avec le monstre, donc pourquoi pas une orbe zuranienne effectivement. Et la petite subtilité de cette saison du passé, c'est qu'elle ne va pas au cimetière après résolution, mais dans la bibliothèque. Elle retourne à la dernière place de la bibliothèque, donc tout au fond. Ce qui va permettre, non pas d'avoir besoin de boucler avec une carte comme Témoin éternel, par exemple, qui permettrait de la récupérer tout de suite. Wizard s'est dit, il y a de l'abus possible, on va d'abord la faire retourner dans la bibliothèque. Mais c'est pas grave, parce qu'on est en commandeur, et qu'on a des cartes trop bien qui s'appellent les tutors. Qui sont ici. Je te laisse choisir lequel tu veux. Alors là, ça va être au choix, on a plusieurs possibilités. Alors, il y a évidemment Démonic Tutor, très simple et très efficace. On va avoir Implorer la Reine, donc qui a une petite subtilité, c'est qu'il faudra quand même avoir 6 mana, 6 terrains, 6 terrains à la résolution. Sinon on peut pas. On pourra pas aller chercher la saison du passé. Bon, Dark Petition, qui est juste un Démonic Tutor déguisé, puisque ça va coûter de la mana, mais ça va en redonner, donc ça va compenser. Et Grim Tutor, donc ça, malheureusement, cette carte n'est pas ouverte à tout le monde parce qu'elle est malheureusement un peu chère. Terriblement. On peut la remplacer
par d'autres tutors comme Ristic Tutor qui va permettre d'aller chercher la carte de son choix à moins que l'adversaire ne paye 2. Ouais, c'est ça. Ouais, dans tous les cas, il y a un problème. Là, tu perds 3 points de vie et tu vas pas pouvoir le faire 35 fois d'affilée. C'est ça. Dans l'autre cas, au final, il y a pas mal de temps où, surtout s'il joue bleu, il va avoir de mana rare. Sachant qu'on va pas le lancer en boucle. Hein. Le premier tutor va aller en chercher un autre qui lui n'est pas conditionnel. Avant ça lance le truc. Voilà, ça va permettre de lancer le combo. Donc une fois qu'on a récupéré un de nos super tutors, il va falloir qu'on puisse relancer toutes ces cartes. Et pour ça, on a du coup Splendid Reclamation et sa besta et sa meilleure amie, les ressources gaspillées. Alors, elles s'appellent toutes les deux SR, Splendid Reclamation ou Squandered Resources. Donc, quand on dit SR dans un report, c'est toujours compliqué. Les SR Sisters. C'est ça, c'est les SR Sisters. Donc, on a affaire à deux cartes vraiment intéressantes et vraiment synergiques. La première, c'est un enchantement qui coûte un mana noir, un mana vert, et qui dit qu'on peut sacrifier un terrain pour produire un mana de la couleur ou du type que ce terrain aurait pu produire. Ça, c'est le début de beaucoup de départs en combo absolument insane dans ton jeu. C'est le début de beaucoup de problèmes. Je vais en profiter pour lire le texte d'ambiance parce que c'est un des plus beaux textes d'ambiance du deck. Il a échangé du sable pour des pots pour de l'or pour la vie, et à la fin, il a échangé sa vie pour du sable. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire avec le monstre Gitrog, c'est qu'on va échanger sa vie, donc nos terrains, pour du sable, remplir son cimetière, avant de lancer la Splendid Reclamation. Mais d'abord, revenons sur cet enchantement. Donc, il permet de sacrifier des terrains. Ça tombe bien. On a le monstre Gitrog, ça fait piocher. Donc, c'est cool. On a un moteur à sacrifice qui nous fait piocher. Et en plus de ça, il va générer de la mana. Donc, petite subtilité, il va générer un mana de la couleur et du type que ce terrain aurait pu produire. C'est-à-dire que si on a une ancienne tombe sur le champ de bataille, on va pouvoir générer de l'incolore. Si on a un fetch, on ne peut pas la sacrifier pour de la mana. Donc, c'est un peu plus embêtant. Heureusement, une carte très bonne a été créée pour ça, c'est Urborg, qui fait que tous nos terrains deviennent des marais, et donc on peut tout sacrifier pour du mana noir. Et ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est la première petite subtilité. La deuxième subtilité, c'est que l'interaction avec le monstre du Gitrog fait que c'est une capa de mana, elle ne passe donc pas par la pile, mais on va quand même piocher après avoir généré le mana en question. Donc si j'ai un Bayou sur le champ de bataille, je choisis d'abord pour quelle couleur je sacrifie, puisque je vais d'abord générer mon mana avant de piocher ma carte. Donc il faudra penser à ne pas mourir à la meule. Donc pour ça, plusieurs choix. Tuer son monstre de Gitrog. Je trouve ça toujours très distingué de gagner, mais en ayant d'abord tué son général. C'est un petit peu... Il y a un petit côté empereur romain. Voilà, on va assassiner César avant de gagner la guerre. J'aime bien cette idée de attends, je n'ai pas gagné, là je peux mourir à la meule. Il faut d'abord que je tue mon général pour ça. C'est un peu l'ultime BM, j'aime bien ça. Et la deuxième solution, elle nous vient de la dernière extension, les guildes de Ravnica, qui est en fait la liche du souterrain. Donc elle dit que si on devait piocher une carte, on regarde les 3 cartes du dessus de la bibliothèque, on en met une dans sa main et les 2 autres au cimetière. Et une fois qu'on a tous ces manas, qu'on a pioché notre deck entièrement, la saison du passé ne va plus avoir besoin de récupérer notre tuteur, ou pourra récupérer le tuteur de notre shop, puisque de toute façon on n'a plus de bibliothèque. Donc on repioche à chaque fois la saison du passé, et du coup on va lancer notre plus beau kill, qui est la brutalité collective. Donc il va faire perdre 2 points de vie à l'adversaire, et nous en faire gagner 2, donc au passage on fait point de vie infini. C'est ça, donc en fait, disons qu'avant de mourir, on l'a totalement vampirisé. C'est ça. Donc ça c'est les cas où tout se passe bien, et je vous souhaite quand vous jouez à le deck que ça se passe bien comme ça. Et l'intérêt aussi de toutes ces cartes là, donc les 4 cartes qui permettent de jouer le combo, c'est que ces cartes sont toutes bien avec le général. De manière générale, enfin, c'est pas un combo qui sort de nulle part comme on peut voir dans certaines listes. Parce que du coup, Collective Brutality, tu vas pouvoir faire 2 effets, défausser un terrain, piocher sur Gitrog. C'est ça, c'est à chaque fois une Collective Brutality contre un monorail, donc on va souvent la faire en mode kebab, salade, tomate, oignon avec les 3 modes, en défaussant. Alors, si en plus on est suffisamment tard dans la partie et qu'on peut se permettre de défausser un terrain sur le monstre de Gitrog et piocher une carte, du coup, c'est cadeau. Et sinon, en fait, comme le pack a beaucoup de tuteurs et beaucoup de cartes pour des plans de jeu un peu différents, on viendra dessus après, ça peut être intéressant aussi de défausser des cartes qu'on n'aura pas le temps de jouer dans certains match-up, comme Karizev ou Saskia. Et du coup, de tuer une créature, défausser une carte et gagner 2 points de vie. C'est toujours
c'est toujours appréciable. Efficace, et qui fait le cauchemar du coup de Karizev et autres jeux très all-in qui ont besoin justement de clore la game le plus vite possible. Exactement. Donc ça c'était pour le combo du coup. Ça c'était pour le combo. Donc on est très content avec ce combo. Combo qui a d'ailleurs du coup 2 passages alternatifs. C'est ça. Donc en fait on a quelques doublons de chaque carte. Donc pour la Splendid Reclamation, on peut avoir le World Shaper qui nous vient d'Ixalan, qui globalement il a le même coup de mana, sauf que c'est une créature, c'est une 3-3. Et quand il meurt, il va faire l'effet de Splendid Reclamation. C'est-à-dire qu'il faut quand même trouver un moyen de le tuer. C'est ça. Donc ça complique encore la boucle, quoi. Ça complique un peu la boucle, mais on verra que c'est pas si difficile que ça de le tuer, surtout quand on vient de résoudre Season Pass et qu'on a récupéré notre Fatal Push. Absolument. Et puis si tu viens de sacrifier énormément de terrain sur Gitrog, piocher à fond, ramener tous tes terrains, resacrifier tout, repiocher à fond, il y a moyen que ça devienne plus simple. C'est ça. Et il a un petit effet en plus bonus, c'est que quand il attaque, on meule de 3. Donc il est bien même en dehors du combo, parce que soit il bloque et quand il meurt, il renvoie tout, soit il attaque et quand il attaque, on meule de 3. Et s'il y a un terrain avec Gitrog, on va pioche. Le deuxième alternative, qui est du coup l'alternative à ressources gaspillées, ça va être 2 cartes cette fois-ci, que sont le Lotus Cobra et l'Orbe Zoranienne. Alors le Lotus Cobra va générer de la mana quand on a des terrains qui arrivent en jeu, et non pas en les sacrifiant comme fait la ressource. Mais on a quand même le moteur à sacrifice, qui est du coup l'Orbe Zoranienne, qui va du coup remettre tous nos terrains au cimetière, avant qu'on fasse la Splendid Reclamation et qu'on remette tout en jeu, et on aura la mana qu'à ce moment-là. Donc c'est un peu plus compliqué de partir avec. Je te disais en préparant cette vidéo que moi, dans mes 2 ans et quelques de joueurs de Gitrog, ça m'est arrivé une fois. Voilà, c'est très rare, mais ça peut arriver. Après, Lotus Cobra, dans un pack où on veut poser des terrains, c'est toujours bien. Après, du coup, ce qu'on disait aussi, c'est qu'on peut raisonnablement faire le pari qu'on peut partir en combo avec Squandered Resources, vu que c'est un enchantement que ça va être difficile à gérer. C'est ça. Alors que partir en combo en se basant sur Lotus Cobra, en devant tout sacrifier avant de le ramener, c'est dangereux parce qu'il peut juste se prendre son anti-bet, on ramène tous nos terrains engagés et on est paralysé. C'est ça. Bon, après, on a quand même ramené tous nos terrains engagés. On se sent quand même pas trop mal. Puis peut-être gagner 16 sur l'orbe. C'est ça. Contre beaucoup de decks, le combo en fait va s'arrêter à 2 cartes. Hein. Ça va être Orbe Zoranienne plus Splendid Reclamation contre un Karizev. Tu sacrifies tes 8 ou 9 terrains, tu gagnes 16 ou 20 PV et tu remontes tout. Merci. Karizev, comment tu reviens de ça quoi. Et puis même le temps acheté, même si le monstre n'est pas sur le champ de bataille et qu'on n'a pas pioché de cartes, c'est régulièrement. En plus, j'ai remonté des fetch ou autres que j'avais craqué avant. Et du coup, j'avais 8 terrains, j'ai gagné 16, mais j'en ai remonté 12. Et du coup, le tour suivant, c'est sûr ou presque que je vais pouvoir partir en combo ou te refaire la même et te voir pleurer du sang. Oui, parce qu'en plus, l'orbe est toujours là, tes terrains sont toujours là, donc voilà. tu as déjà gagné 16, tu peux encore potentiellement gagner 20. C'est ça, on peut sacrifier tout. C'est l'enfer cette carte. Si vous jouez Karizev et que vous jouez aiguille sectionnée, nommez Orbe Zoranienne. Absolument, c'est votre bête là. Le deck possède 48 terrains. C'est une moyenne qu'on retrouve dans toutes les listes. Ouais. Donc il y a un certain nombre de terrains qui sont juste des terrains colorés au final. Hein. C'est ça, c'est juste de la mana. On voit dedans il y a Urborg, mais c'est vraiment que de la mana, c'est que de la couleur. Il y a même la suite ici. Avec une petite subtilité pour 4 anciennes tombes, c'est donc des terrains qui vont te permettre de produire 2 mana aussitôt. Donc on a ancienne tombe et cité des traîtres. Cité des traîtres qui a le bon goût en plus de sacrifier toute seule. Donc, absolument. Ancienne tombe ça coûte des points de vie, cité des traîtres elle sacrifie toute seule quand on joue un terrain, et les 2 autres ils ont que 2 charges. C'est ça, ils arrivent en jeu engagé avec 2 charges pour de la mana, mais en fait c'est une très bonne synergie, ça va permettre de faire le monstre au tour 4. Et en fait, au début du tour 5, on va se sacrifier ce terrain-là à l'entretien, puisque de toute façon, on ne pourra pas le réutiliser. Ou alors, si on est vraiment sûr de nous et qu'on se sent bien, on va pouvoir sacrifier un autre terrain. Et quand on va, après, l'engager pour de la mana, il va se sacrifier tout seul et nous refaire piocher. Donc, ça dépend de est-ce qu'on est en avance sur nos terrains, est-ce qu'on a plus besoin de piocher ou est-ce qu'on a plus besoin d'assurer la land drop. Donc, c'est des terrains qui sont très intéressants pour ça, parce qu'en fait, comme... une des qualités du deck, c'est qu'il nous fait prendre beaucoup de décisions et il nous force à bien jouer à Magic. Et ce qui fait aussi que des fois on échoue lamentablement en faisant un gros misplay. Ça fait partie de ces jeux qui sont un petit peu plus durs à piloter justement parce qu'il y a énormément de choix très techniques et énormément de mauvaises décisions possibles à chaque tour. Exactement.
Après, on a une deuxième catégorie de terrains, c'est les terrains qui se sacrifient tout seuls. Et qui du coup vont permettre de piocher et du coup de remplir notre main. On a évidemment Wasteland, qui est un plan de jeu à elle toute seule, parce qu'on joue des cartes comme Creuser des mondes ou Vitero. Et donc face aux Manabas 4 couleurs, comme des Timnat Rasios ou autres, on aime bien aller lui péter les terrains, ça lui fait les pieds en général. Et au final, même Quartier Fantôme, face à certaines listes, peut arriver assez rapidement. C'est ça. Alors Quartier Fantôme, moi je l'utilise surtout sur moi. Je me détruis un terrain, du coup je pioche. Puis après on résout, je pioche sur le sacrifice du quartier fantôme, puis on résout la capacité de quartier fantôme, je détruis mon terrain, je vais en chercher un autre, et du coup vu que j'avais détruit un terrain, je vais repiocher. Donc en fait c'est un peu un fetch du pauvre, mais qui va faire piocher deux. Et après on a 3 recyclages, donc les 2 recyclages de Carnage et Ashbaren qui est une petite perle qui nous vient de Commander 2018, on l'aime. Et le petit dernier, c'est les terrains pétrifiés, donc on verra que lui on l'aime bien avec un autre sort qui s'appelle Uncharted Dreams. Il complète très bien les piles de tutor. Donc soit il génère de l'incolore, soit il se sacrifie pour remonter un terrain depuis son cimetière dans sa main. Et comme on va le voir, t'as pas mal de terrains, ne serait-ce qu'au Wasteland, qui sont assez juteux à récupérer. Ou les cycleurs dont on vient de parler, qui sont aussi très cool à récupérer. Donc ça c'est pour les terrains qui sacrifient tout seuls, et vient du coup les derniers terrains, les terrains utilitaires ou qui sont complètement des plans de jeu à eux tout seuls. On va commencer par le plus fort, je pense, qui est les coffres de la coterie. Et juste pour le pouvoir de rejeter ton général encore et encore et encore et faire 85 trucs partout. C'est ça, c'est vraiment trop idiot, les coffres de la coterie, à associer avec Urborg, Tombe du Exhibit bien évidemment. Donc c'est vraiment trop bien, c'est souvent la première target. Sauf match-up très, très précis. La deuxième target, c'est, je disais, contre Saskia ou Karizev, ça va souvent être le Glacial Chasm. On pourrait faire une vidéo entière sur cette carte, tellement elle est géniale, tellement elle est puissante. C'est que l'entretien cumulatif, on peut choisir de la sacrifier, on peut aussi choisir de piler ça correctement avec l'entretien du monstre de Gitrog et sacrifier d'une pierre deux coups le Glacial Chasm pour le monstre de Gitrog. Comme ça, on n'a pas besoin de payer, entre guillemets, Gitrog, puisqu'on a déjà sacrifié un terrain. Du coup, donc, du coup, si tu mets Glacial Chasm en dessous, Gitrog au-dessus, tu la sacrifies et ensuite tu dis je paye pas. C'est ça. Et du coup, tu t'as sacrifié qu'un seul terrain à ton entretien et t'as pas payé tes points. Donc t'as plus ton Glacial Chasm, mais c'est qu'après t'as prévu une partie en combo. Parce que du coup, l'idée c'est que c'est le joueur actif qui choisit dans quel ordre se mettre les triggers. Exactement. Et comme on est propriétaire des triggers, c'est nous qui choisissons l'ordre dans lequel on est. Donc ça c'est les deux vraiment plus forts. Après on a d'autres terrains, là qui sont avec des petits effets. Donc ça va être surtout contre contrôle. Ces trois-là vont être surtout contre contrôle. On a d'abord la caverne des âmes, pas besoin de la présenter. La Command Beacon, qui est quand même un plan contre contrôle éventuellement quoi. C'est ça, on n'a pas besoin de la présenter, mais si vous êtes face à Baral et que à la game 1 vous n'avez pas vu High Tide, vous attendez un pack très contrôle, à la game 2 allez chercher Caverne, ça lui fait toujours les pieds. Ensuite on a Chemin du Foyer et la Command Beacon. Après, des cartes un peu plus situationnelles, on va dire. Donc on a le Temple du Cimetière Marin, donc qui est un terrain qui se remonte pour 3 engagés depuis le cimetière. Ça permet de remonter, d'avoir un plan où on fait brutalité collective autour d'eux. On le défausse lui, au tour 3 on le remonte, ça nous a fait notre sort de rampe. Ça peut être des petites interactions comme ça, ou simplement on l'a dredgé et on le remonte plus tard. La Forteresse de Volrage, qui du coup elle est un plan de jeu à elle toute seule. C'est un terrain qui fait de l'incolore et qui pour 2 mana noirs va remettre une créature de notre cimetière au-dessus de la bibliothèque. On parlait tout à l'heure de Command Beacon. Le monstre de Gitrog aime Volrage, parce que Volrage va remettre le monstre de Gitrog depuis le cimetière au-dessus de la bibliothèque. Donc là c'est un plan où tu choisis de laisser ton général aller au cimetière pour le rejouer pour moins cher. C'est ça, et du coup on se retrouve à le rejouer entre guillemets pour 8, donc 5, 2 d'activation et 1 en l'engageant, un total de 8, ça le stabilise, ça le cap à 8 mana, et sachant que le monstre de Gitrog nous fait beaucoup piocher, la pioche qui est perdue par l'activation de Volrage est souvent très vite récupérée. Et puis en fait ça revient sur un problème récurrent du monstre de Gitrog qui est qu'il coûte 5
potentiellement s'il se fait tuer, il peut très vite monter à 7, 9, etc. Et c'est aussi pour ça que tu parles du coup de Cabal Coffers, de Forteresse de Volrage, de Command Beacon qui est constamment. Comment est-ce que je fais en sorte que la carte que mon adversaire va vouloir constamment tuer et qui est au centre de tout mon plan de jeu, j'arrive à la rejouer en Exactement, il faut qu'il reste sur la table. Le moment le plus agréable d'une partie où on joue le monstre de J-Trog, c'est quand on untap avec. C'est vraiment le... Enfin, pire que ça, quand on arrive en main phase avec. Parce que on verra que c'est le bon moment pour le tuer, c'est souvent l'entretien. Après qu'on ait sacrifié le terrain, parce que du coup ça nous renvoie dans les limbes et ça devient très compliqué de réengager assez de mana pour pouvoir le remettre dans les piles. Et ensuite, Darkmoor Salvage, donc, qui est un petit terrain qui arrive engagé, qui produit du mana noir et qui a Dredge 2. Donc c'est une carte qu'on voit un peu en moderne. Dans Dredge. Tout à fait. Et c'est encore un truc que tu adores sacrifier sur le monstre du Gitrog. À l'entretien, il est génial à sacrifier. On le sacrifie, on le récupère dans la main, on a pioché un au passage avec le Dredge. Ah, c'est vraiment agréable. Du bonheur. Et la dernière petite lignée, donc qui est plus rare pour avoir une vraie utilisation. Donc premièrement le marécage de Bojuka, donc qui va souvent être un tapeland un petit peu embêtant, mais qui dans certains match-ups va vraiment faire la différence, notamment dans le miroir, où pouvoir aller évacuer des cartes qui ont été dredgées, c'était des cartes de combo, quel dommage pour toi. Le deuxième, ça va être Maze of It. Bon bah c'est un classique, hein. Tu joues Voltron, tu joues Yuriko, bon bah t'inquiète pas, j'ai Maze of It, on va s'occuper de toi. Tu joues Akiri Silas, t'inquiète pas, Maze of It est là pour toi. C'est ça. Il y a tellement de jeux en finale qui comptent attaquer avec leur général ou qui ont des créatures qui ont besoin de faire des trucs, ne serait-ce que sur un Jid Dumezawa, une épée ou un truc du genre. Ce genre de carte où on ne veut pas se faire toucher et souvent il va y avoir qu'une seule créature déclarée attaquante. Et bon, le petit dernier, c'est Charmy Dryad. Ça sert pour Greensun Zenith Tour 1, parfois. Ça sert pour effet de sacrifice. Je vais fetcher, du coup je pioche. Je vais chercher Dryad, puis je vais la sacrifier elle, du coup je repioche, c'est gratos. Donc voilà, on a fait un petit tour du côté des terrains. Il y a d'autres terrains qui sont parfois joués, on voit certaines listes avec un peu plus de basique, et moins de terrains qu'on active rarement, comme par exemple Volrage. Je sais que je suis un des rares joueurs à jouer la forteresse de Volrage, mais j'aime cette carte. Et elle m'est utile de temps en temps, et plus que si c'était un basique. Alors des fois je vais perdre parce que je prends une Wasteland dessus, c'est très rare, puis des fois je gagne parce que je prends mon thème recul. C'est moins rare. On va présenter juste nos deux petits Crucible. Donc il y en a un des deux qu'on peut aller chercher avec Worldly Tutor ou n'importe quel tutor à créature, Worldly ou Crimson. Donc on sacrifie nos terrains, on peut pouvoir les rejouer depuis le cimetière, c'est toujours pratique. Alors il y a aussi Vite-Terreau, alors je l'ai oublié donc malheureusement on a un proxy à l'écran, désolé. Donc la Vite-Terreau c'est pour 2 de mana, un rituel qui dit qu'on récupère 3 de nos terrains depuis notre cimetière dans notre main, et cette carte a le Dredge 3. Et c'est là où il y a vraiment des chaînes, c'est-à-dire que Life Form Zone récupère les terrains récupèrent les créatures vont récupérer les rituels, de fil en aiguille, tout se récupère dans ce jeu. Exactement, c'est vraiment c'est le deck du recyclage, hein. C'est important, pour sauver la planète il faut jouer J-Trog. Je pense qu'on en est là. Et du coup je parlais d'Emrakul, c'est souvent le plan A du pack, c'est souvent le combo. N'oubliez pas de bien mettre le nom complet quand vous listez votre deck. Oui, sinon mais alors quoique en fait vu que l'autre est banni, le gars s'est présenté en fait à un zap je crois en juin. Et du coup il y a l'arbitre qui a regardé la liste et je crois qu'il y a eu soit un warning soit un game loss, mais il y a eu l'un des deux en fait parce que il y avait ambiguïté. D'accord, bon, faites attention à votre decklist. Comme pour Urborg, il y a une carte qui s'appelle juste Urborg, il faut bien penser à mettre Urborg Tombe de Yogg-Saibul. Et pour le coup, l'autre carte Urborg est légale, donc il n'y a vraiment pas de question à se poser. Autant Emrakul, je pense qu'il y a moyen de débattre un peu, autant pour Urborg là. Donc Emrakul, elle coûte 13, mais en fait elle coûte pas vraiment 13 parce qu'on a déjà souvent terrain, rituel et cimetière. On a plusieurs artefacts, on les a pas encore tous vus. On a quelques enchantements, on a un walker. Éphémère, on en a, donc avec créature ça va assez vite. C'est très régulier qu'elle coûte que 8 ou 9. Et alors c'est pour ça aussi que je disais il faut aller chercher coffers en priorité. Parce que piocher Emrakul, quand on a les coffres sur le champ de bataille, c'est instantanément un cast. C'est ça fait game. Dans les cartes qui vont être un petit peu les remplaçants à J-Trog, parce que malheureusement le monstre n'est pas toujours sur le champ de bataille et puis des fois il se fait tuer. Donc c'est pas mal d'avoir des remplaçants. Donc il y en a un des deux, vous allez tout de suite comprendre qu'il est plus fort que l'autre, même un des trois. Donc la liche on en a déjà parlé, hein, elle est idiote, on peut le dire. C'est la carte absurde avec le monstre de J-Trog sur le champ de bataille. Sans lui, elle assure juste de piocher correctement. Le deuxième qui est
très bien, c'est la Tireless Trackers. Donc c'est une carte, j'ai mis pas mal de temps à la mettre dans la liste, parce que j'avais tendance à tout miser sur ma grenouille. Mais c'est la value ton, la Tireless Tracker, on pose un fetch, on fait des clous, on les craque, on pioche des cartes. Ça remplace très bien. C'est l'assurance vie, quoi. C'est l'assurance vie, ça remplace très bien le monstre de Gitrog. Et la Courser of Prefix, donc qui est un très bon plan B contre les packs aggro, notamment Karizev, parce que déjà là, c'est une 2-4, donc elle prend pas Bolt. Elle bloque très bien, elle fait gagner des PV. Et elle permet de lander depuis le dessus de sa bibliothèque. Ce qui, entre guillemets, fait piocher. Puisque comme on joue 48 terrains, on a une chance sur 2 de piocher la carte du dessus de sa bibliothèque en la landant à ce moment-là. Donc ça c'est pour les plans de jeu un peu alternatifs ou les plans de jeu alternatifs. On va parler maintenant de la Fast Mana Fast Life parce qu'on dit qu'on fait plein de mana depuis tout à l'heure, mais il faut voir un peu comment. Bah c'est ça, évidemment. Donc je vais commencer par... les réducteurs de coûts, il y en a 2 dans le deck. Il y a l'invocation cruelle, qui est en fait secrètement la meilleure carte du pack. Ce qui a fait que toutes les créatures coûtent 2 de moins et ont -1/-1. Et donc on se retrouve avec un monstre de Gitrog 3 mana 5/5. Je sais pas si tu connais beaucoup de 3 mana 5/5, mais déjà rien que ça T2 et T3. C'est déjà d'une violence. Voilà, et du coup quand il est juste 5/5 pour 3, c'est tellement tôt dans la partie. Oui, c'est -1/-1. Et c'est ça, c'est -1/-1. Mais coûte 2 mana de moins. Donc en fait ça se curve super bien avec le général. C'est terrible, oui. Et le deuxième, c'est le médaillon d'émeraude, donc qui m'a été conseillé par un ami qui me disait mais je vois toutes tes cartes là qui coûtent 2 dont un vert, là, vous les voyez là, que ce soit le mur de racine, Three Visits, Lotus Bloom, ou même Lotus Cobra, et tout, le tout général. Coûte. Voilà, c'est ça, même le général. Mais en fait ça fait que tout coûte un de moins, c'est vraiment pas mal. Ça permet de faire le combo pour 2 mana moins cher. Un sur Splendid et un sur Season of Pass. C'est vraiment cool, c'est de l'accélération très solide. Et alors on parlera après de comment piloter le deck et on verra qu'il y a ce moment où en fait on pioche plein de cartes, on génère de la mana et on veut juste rejouer des terrains. Et donc c'est la deuxième catégorie, c'est ceux qui vont chercher des terrains. Donc là-dedans on a Spell Visits et Nature's Lore. Alors quand qui vont chercher une forêt et qui arrivent à une tape. Ce qui fait qu'on peut la réengager et puis la sacrifier sur les ressources gaspillées. Ce qui fait qu'en fait pour 2 mana, on est allé chercher un terrain qui va générer 2 mana, mais nous a fait piocher une carte. Et du coup voilà, tu joues aucun des classiques du vert, genre croissance structurante, etc. C'est directement... Parce qu'il faut pouvoir sacrifier le terrain et que entre guillemets la pioche soit gratuite. Donc ça en fait quand on est en train d'essayer de partir en combo, ça c'est vraiment des cantrips gratos quoi. Qui en plus de ça vont remettre des terrains au cimetière, parce qu'il en faut 13 pour partir en combo. Et vont filtrer un peu le deck et éviter qu'on pioche nos terrains de base à la mana. On a Edge of Autumn, donc qui va se comporter un peu comme les 2 premiers en allant chercher un terrain de base. Tape cette fois-ci. Et puis en early. Du coup en early c'est bien. Et en late, en fait ça le recyclage en sacrifiant un terrain. Du coup on pioche 2. C'est gratos, ça fait plaisir. Et le mur de racine, qui lui, il a un gros cul, il bloque, il fait de la mana. Tenir et générer de la mana, c'est ce qu'il veut. Il y a beaucoup de jeux verts qui jouent aussi Wall of Blossom du coup. Alors il a été dans le pack pendant un moment, parce qu'il piochait. Mais en fait, piocher est moins difficile que générer de la mana pour le deck. Et surtout, générer de la mana te permet de lancer les trucs qui vont te faire piocher après. Alors que piocher d'abord, ça fait que tu as des cartes en main mais tu crèves avec. Alors que là, générer la mana avant, c'est bien. Donc ça, c'est pour aller chercher des terrains, ça me dit bien. Il y a aussi, par exemple, Culture et Portée du Kodama, qui sont joués par Grégoire et Thibaut. Ils les aiment beaucoup parce que c'est un tour 3 qui te met un terrain en jeu et va t'en chercher en main. Et donc, il t'assure le monstre au tour 4. Très rapidement sur... Des extra-lands. Des extra-lands, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On peut lander plus. Lander plus pour faire plus de mana. Il y a un célèbre politicien qui a dit quelque chose dans le genre. Lander plus pour piocher plus. Voilà, Summer Bloom, ça a été banni en moderne, on se demande pas pourquoi. Azusa, dans cet ordre-là, c'est +1, +2, +3. Et les coups de mana, c'est 1, 3, 2. Je vous laisse constater où est l'erreur. C'est Summer Bloom. C'est avec ce genre de cartes qu'on vole les games. Et c'est avec ce genre de cartes qu'on tue T1. Alors vas-y, comment est-ce que c'est Alors le T1, il se passe avec aussi ces 2 cartes-là, donc la Fast Mana Fast Life, que sont Lotus Petal, qui a juste un mana, c'est une carte, c'est juste un mana, et Messe Noire, qui est une carte, c'est juste 3 mana, enfin c'est juste 2 mana puisque ça coûte
Bah, le kill, c'est Land, Pétale, Messe Noire, Summerbloom, Land, Jitrog, Squandrid. Je sacrifie mes landes, je pioche pour 4, je remonte tout. Je le joue, j'ai tout remonté, je resacrifie, je trouve Witness. Oui, parce que je suis pas parti avec tout. Je recommence. Là-dedans, je commence à voir des 3 visits, etc. Et on est parti, on va au bout. Et si je tuais pas, je finissais juste sur bah tiens, j'ai mon monstre de Jitrog, j'ai 7 cartes en main, j'ai 11 terrains, vas-y. Et ça, c'était mon terrain. Mais là, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Donc c'était plutôt cool. Donc ouais, c'est avec ce genre de carte, c'est avec Summerbloom qu'on gagne des parties tour 1 ou tour 2. Ok. Alors ça, c'est pour 2 un instant qui va exiler 4 cartes d'un cimetière, ce qui est très très bien dans le miroir ou dans des match-ups comme Titania ou Iname. Mais c'est aussi une transmutation qui va chercher un truc qui coûte 2. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment tout ce qu'on veut à 2. On a Dominic Tutor, Squander Resources. Squander Resources en premier, Decay si on a besoin de gérer quelque chose, Summerbloom si on veut faire des bêtises, les Rêves Insidieux. Donc c'est un instant. C'est un coût additionnel, ça te demande de défausser des cartes. Il faut faire très gaffe avec les contres. Faut faire très gaffe avec les contres. Faut faire très gaffe aussi si on a défaussé un terrain, on pioche. J'ai jamais oublié de piocher. Et on va chercher autant de cartes que ce qu'on a défaussé de la bibliothèque et on les met au-dessus de la bibliothèque dans l'ordre de notre choix. Après, on a de quoi aller chercher des terrains. Donc, le titan primitif. Classique. Classique, efficace. Qui chope Urborg et coffre à la fois. C'est ça. Ou Glacial et Urborg, ce qui permettra à Glacial de s'engager pour de la mana. Après les plus classiques, hein, donc regard Sylvestre, Assolement, la carte d'expédition, classique. Voilà. Et après, on a des petits tutors. Tutor à créature. À créature, donc on a Green Sun Zenith et Worldly Tutor. C'est ça, donc Green Sun Zenith qui va chercher la carte qu'on veut en tant que créature. Et Worldly Tutor qui lui par contre va bien chercher Emrakul. Ouais. Et c'est souvent un mauvais signe pour l'adversaire quand on lui fait Worldly. Avec le petit mana, le petit mana vert de la forêt sacrifié à l'upkeep. Ouais. Je vais chercher Worldly, je la mets on top. Je mets Emrakul on top. Et là, il compte tes manas et tu lui fais t'inquiète, j'ai 2 terrains à poser. J'ai les 13, il n'y a pas de problème. Et c'est le moment où il pleure. C'est avec ça. Violence et fracas. Et après, il y a 2 cartes. On n'est pas beaucoup de joueurs de J3 à les jouer. Je trouve que c'est une erreur parce que c'est des cartes qui sont débiles, qui sont vraiment à un power level très élevé. La première, c'est Change-Lieu. Et la deuxième, c'est Royaume inexploré. Donc Change-Lieu, je pense que tout le monde connaît, grâce à Moderne. Pour 4, on sacrifie autant de terrain qu'on veut, et on va chercher autant de terrain qu'on veut. Voilà. Enfin, le même nombre. Ça fait une bonne petite pile de bons terrains bien choisis. Ouais, alors... éventuellement les fetch, éventuellement Urborg et Cabal Coffers. Alors c'est souvent Urborg Coffers, avec le filter en Ancienne Tombe. Comme ça, on a Ancienne Tombe qui active Coffers, Urborg qui fait un mana en plus, et le filter qui va permettre de générer le mana vert. Ça peut être aussi des piles avec Urborg Glacial, le terrain qui pour 3 se remonte, et une Ancienne Tombe, vu que Glacial prévient les blessures d'Ancienne Tombe. S'il prévient toutes les blessures, et Ancienne Tombe c'est des blessures, pas des PV. Ça peut être des... Non, ça c'est pour les piles à 4, parce que comme il coûte 4, change-le, on a tendance à faire des piles avec 4 terrains. Évidemment, les piles à 5 ou plus, alors là c'est la teuf, aller chercher votre Caverne des âmes, aller chercher des Taplandes avec 2 marqueurs, aller chercher des fetch, chercher Volrage, amusez-vous, enfin, les possibilités sont infinies. C'est une carte qui va vraiment faire la différence entre les très bons joueurs de J-Trog et les joueurs un peu moins bons, parce que savoir composer correctement son Scape Shift, c'est pas comme en moderne, on va chercher Valakut x2 et 5 montagnes et on fait piou. Non, là, c'est souvent, je fais Valakut ce tour-ci, je fais Change-Lieu ce tour-ci pour gagner le tour prochain en te proposant un gros sort. Change-Lieu T4, ça fait Emrakul T5. Ok, tu choisis quoi comme dans ta pile du coup? Urborg, Coffers, Ancienne Tombe, City of Traitors. Et c'est souvent assez de mana avec un petit peu de Delirium. Ouais, du coup, si tu rejoues de land, tu passes à 5 lands le tour suivant, ça te fait. C'est ça. Sachant que City of Traitors te permet de. Tu joues ton terrain, et en réponse au trigger, t'actives Coffers avec le mana de la City of Traitors. Donc avant qu'elle soit sacrifiée, et t'as quand même bénéficié des manas. Et elle est quand même comptée comme un marais avec Urborg. Et du coup, ça fait Emrakul le tour suivant. Efficace. Ah ouais, non, c'est une carte, souvent, la poser, c'est gagner le tour d'après. Et ça va chercher Glacial, donc contre les packs comme Karizev ou Saskia, c'est souvent suffisamment tôt. Et ça permet de setup suffisamment Glacial pour qu'il ne coûte pas trop cher. Et pour une fois, du coup, le sacrifice est dans l'effet de la carte, ce qui veut dire que tu pioches après. C'est ça. Et que tu prends en compte, tu vas pas perdre ton board. Exactement. Et Royaume inexploré, donc c'est un éphémère, c'est toujours très pratique dans les match-up où il y a un peu de contre qui vont traîner dans la pile, parce que en réponse à un removal, faire ça va permettre de repiocher. Donc ça
pour 3, on va chercher 4 terrains. Et notre adversaire va nous en mettre 2 dans la main et 2 au cimetière. Donc vu qu'on piocher sur Gitrog. Ils font piocher sur Gitrog. Toi tu pioches 3. Enfin, tu draws 1 et tu tuto 2. Et tu tuto 2. Et du coup, on parlait tout à l'heure du champ pétrifié. Il complète super bien les piles parce qu'il se sacrifie pour récupérer un terrain depuis le cimetière dans la main. Donc il va souvent chercher la carte que l'adversaire ne nous a pas donnée. Alors typiquement, qu'est-ce que tu fais comme pile? Urborg, Coffers, en général 2 cartes qui emmerdent. Ça peut être ou un terrain qui produit pas mal de mana, ou glacial. Par exemple, une pile Urborg, Coffers, Glacial Maze face à des packs aggro. Il n'a pas envie de te donner glacial. Vraiment pas envie de te donner glacial. Il est pas méga chaud pour te donner Maze, mais c'est pas si pire que ça pour lui, donc il va souvent te donner Maze. Et puis Urborg et Coffers, bah ton combo il est au grave, et c'est facile de le récupérer. Et souvent tu vas avoir Coffers qui fait pas grand chose tout de suite en main, parce qu'elle génère pas souvent de mana, souvent en début de partie, mais bah t'as setup le Urborg qui est pas loin. Ou alors ça peut être aussi des piles avec que des recycleurs, pour pouvoir juste piocher comme un goré. Ça peut être des piles avec des fetch, parce que tu as envie d'augmenter ton nombre de terrains et piocher des cartes, etc. Donc c'est une carte qui est, encore une fois, comme change de assez modulable, assez polyvalente, et qui des fois va faire, tiens, je te propose ça, et l'adversaire va commencer à faire des choix, et en fait, tu lui fais utiliser de la charge mentale pour pas grand chose, parce que toi, tu as ta Life from the Loom dans la main, et que tu es prêt à tout récupérer quoi qu'il arrive. Donc des fois, mettre une pile avec un recycleur, parce qu'on a Life from the Loom dans la main, ça va permettre de... faire tourner le efficace. C'est une carte qui est très très cool pour ça, et que je comprends pour certains qui préfèrent pas la jouer parce qu'en fait elle a aucun impact sur le board, et du coup c'est un peu parfois compliqué. On parle de Witness depuis tout à l'heure, je propose qu'on passe aux cartes qui récupèrent des trucs. Et un peu comme les tuteurs, il y en a un paquet. Il y en a quand même pas mal. Donc, tu me disais, la grenouille est experte en recyclage. C'est ça. Donc on a évidemment les deux qu'on ne présente plus, les 2 cartes du combo qui permettent de récupérer ça. De tout à l'heure. La Season Pass. Exactement pareil. C'est pareil, donc ça on les a présentés, on va pas revenir dessus. On a Restauration, donc c'est pour 2, on va récupérer un terrain depuis un cimetière. Typiquement un fetch que tu as joué tour 1 ou 2. Et on va le mettre sur le champ de bataille, sous notre contrôle. Alors je précise sous notre contrôle et je précise d'un cimetière. On peut récupérer un terrain d'un cimetière adverse. Ceux-là ils sont très faciles. Eternal Witness et récupération. On récupère une carte, n'importe laquelle, depuis le cimetière dans la main. C'est parfait. Un petit bloqueur au cas où. C'est ça. Et on parlait tout à l'heure de Earthless Summoning et notre Émeraude Médaillon. Ah voilà, c'est encore des cartes qui coûtent moins cher et qui nous font plaisir. Et les rêves... j'ai un doute sur le nom. Nostalgique, les rêves nostalgiques. Donc on parlait tout à l'heure du tutor qui va chercher toutes les cartes pour et qui les met on top. Alors lui c'est pareil, on va défausser des cartes de la main et en fait on va en récupérer autant depuis le cimetière et les récupérer dans la main. Sauf qu'au passage on a pioché un parce qu'on a défaussé un terrain. C'est ça, on a pioché un, on a récupéré énormément de trucs de la combo éventuellement ou... C'est ça. La petite subtilité c'est que lui s'exile, donc on va pas pouvoir boucler avec lui un Eternal Witness par exemple. Mais souvent, on a pas mal avancé dans la partie, on a pas mal de cartes à récupérer. Pour 2, je défausse ma main qui était pleine de crap et je récupère tout ce qu'il me faut. Efficace. Exactement. Et bon, on arrive enfin à la fin. Les removals, la gestion. Donc, les petites dernières. On va commencer par les 4 qui ont des petites subtilités. Les autres étant des spot removal ou des Vras. Donc il n'y a qu'une seule Vras dans ma liste, c'est Toxic Deluge. Du coup dans les cartes un peu plus particulières, donc on a la Collective Brutality, on en a déjà pas mal parlé quand on présentait le combo. On a la Dark Blast, donc c'est moins en moins une créature, c'est excellent en ce moment avec Yuriko, qui est dans tous les sens. Yuriko parce que face aux elfes, face à énormément de choses au final. C'est ça, faire juste moins en moins sur Yuriko, elle passe 0-2, ta ninjutsu c'est bien, par contre tu feras pas de dégâts, tu piocheras pas, tu te tais. Raven's Time, c'est on arrache la main de l'adversaire. Ça a retrace, c'est ça. Donc positionner, on va faire sur le terrain. Donc on cloche. Faut savoir que la carte on sert plus souvent pour faire un pseudo-PC splitting. Je veux jouer depuis mon cimetière en défaussant un terrain, donc j'ai pioché. Je me target moi, donc vu que je me target, je vais défausser quelque chose, je vais défausser un terrain, donc je vais repiocher. C'est excellent pour ça, ça coûte qu'un mana, ça permet d'aller chercher plus loin dans le pack les cartes intéressantes. Et Liliana du Voile, pas trop besoin de la présenter, hein, à part que... Une star. Voilà, une star, une all-star, avant box topper, évidemment.
Si possible, c'est clair. Si possible, ouais. Et avec son +1 où on défausse une carte, et alors là, on défausse un terrain, et nous c'est gratuit, on a looté au lieu de défausser. Donc son principal défaut pour les packs contrôle qu'il ajoute, c'est qu'en général, quand il défausse, ça les emmerde un peu. Nous, ça nous emmerde pas. C'est vraiment trop bien. Ça fait partie de ses cartes clés dans certains match-ups. Donc, tu parlais de ça, et c'est vrai que les match-ups difficiles de Jitrog, c'est les match-ups combo. Ça va être High Tide, ça va être Tymnat Razio Selluren, parce que c'est des match-ups où on va avoir du mal à interagir avec son match-up, enfin avec son combo, où il va partir plus vite que nous, comme Alluren, qui peut partir T2 ou T3. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'un kill T1, mais il faut aligner les planètes comme un grand. Et aussi les match-ups où, comme High Tide, où il va y avoir de la gestion des gros contres qui vont nous empêcher de vraiment partir fond de balle. Donc les gros contrôles. Non, parce que les gros contrôles, en fait, on va chercher à les grinder et on ne vont pas être capable de nous tuer dans le tour. Et aussi, ça peut être Karizev, où c'est des games, j'ai exposé pas mal de cartes qui font les pieds à Karizev, il a du mal à interagir avec notre combo, mais il reste très explosif, quoi. Il reste très explosif, et quand on prend un Guide Gob, waouh, c'est dur, quoi. Alors, qu'est-ce que tu penses d'autres jeux explosifs, genre Arabo ou Surak, alors, qui essaient d'avoir eux aussi ce côté-là, mais différemment. Alors, en fait, Surak est beaucoup moins explosif, et Surak perd beaucoup plus sur Mesophite, par exemple. Du coup, Surak fait pas partie de ces packs où je vais avoir peur. Je pense que le pack a pas beaucoup de removal. Le monstre Jitrog a pas beaucoup de removal, en tout cas ma version. Il suffit de 1 bien placé pour faire exploser un peu le deck adverse. Et il va pas beaucoup interagir avec notre combo, tout en n'étant pas assez explosif. Donc il me fait pas trop peur. Par contre, Arabo, ça peut tuer vraiment super vite, et surtout ça joue des cartes horribles qui s'appellent Armageddon. Et alors, qu'est-ce que tu penses de Winter Orb ou Tanglewire dans ce cas-là? Alors, Winter Orb et Tanglewire, alors ça peut vraiment plier la game super vite. Je pense à Falacre, qui joue un pack contrôle basé sur Winter Orb, dont un des objectifs est de poser Winter Orb et de faire travailler des Planeswalkers. Qui est un match-up vraiment dur parce que lequel, c'est pas son Akiricilla, ça là? C'est son Akiricilla. C'est son Akiricilla, ouais. Mais il n'y a pas tant de Planeswalker que ça, si? Il y a pas mal de Planeswalker, en fait il a un général qui a vigilance et qui lui suffit à boum 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 et à les tuer assez vite. Et en fait son plan de jeu principal contre moi, ça va être de poser Winter Orb. Winter Orb, c'est une vraie saloperie, parce que autant il y a des terrains qu'on va pas une tape, on les sacrifie, donc c'est pas bien grave. Autant si ça tombe avant que le monstre de Jitrog soit là, ça nous envoie tellement loin, et ça va être pareil sur Tanglewire. Tanglewire, quand le monstre de Jitrog est là, c'est pas grave en fait. Tanglewire, avant que le monstre de Jitrog soit là, c'est Time Warp. C'est plusieurs tours d'affilée. Donc c'est vraiment difficile pour ça. Tanglewire, c'est la raison. Winter Orb, c'est la raison pour laquelle il faut aller chercher Coffers super vite. Parce que quitte à une tape qu'un seul terrain, il faut que ce soit Coffers. Ouais. Et du coup, c'est une faiblesse en commun entre High Tide et Jitrog, qui est que s'il y a Winter Orb, Tanglewire, Armageddon ou Ravages of War qui passent, c'est la fin du monde. C'est des packs dont l'objectif c'est faire beaucoup de mana et piocher beaucoup de cartes. Si on fait pas les beaucoup de mana, on pioche pas beaucoup de cartes. Donc, ça fait pas tellement de temps. C'est ça. Là-dessus, on est tous les deux envoyés dans l'espace. L'avantage de Teferi, c'est qu'il peut essayer de se protéger avec un contre. Un boon, c'est un truc, ouais. Voilà, le problème de Jitrog, c'est que quand l'adversaire a Armageddon dans le stack, et le meilleur qui puisse arriver, c'est avoir une Zoran Orb et sacrifier tous ses terrains un par un pour au moins piocher beaucoup et gagner des lives qui vont nous permettre d'attendre un peu. De revenir, ouais. Voilà, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Ok. Donc ça, c'était pour les très aggro et les très combos. Et qu'en est-il du coup des aggros un petit peu plus tempo déjà? Ouais, alors pour les aggro tempo comme Yuriko, ça peut être complètement l'enfer parce que le petit contre qui passe bien, la petite défausse qui emmerde, ce genre de trucs. Mais en fait, sinon, plan A, tutor Glacial Chasm. Plan deuxième étape, poser Glacial Chasm. Et troisième étape, attendre avec Glacial Chasm. C'est jusqu'à ce qu'on trouve suffisamment de cartes fortes et que ces play tempo soient pas capables de les gérer. Faire un glacial qui nous fait gagner 3 tours pour après poser un titan, il revient pas quoi. Ouais, après c'est jamais parfait. La dernière fois que j'ai voulu jouer à Chasm face à Yuriko, j'ai pris Critic Command dessus, j'ai trouvé ça très moche. Ouais, non mais ça peut arriver, mais il peut avoir sa Wasteland, ça peut mal se passer. Mais le plan de jeu, ça va être ça, et puis on a des cartes qui vont vraiment l'empaler, comme on parlait de Dark Blast, ou un Toxic Déluge, quand il se dit,
il va tuto Glacial Chasm, je vais prendre l'enfer, faut vraiment que j'aille à fond, et il va poser toutes ses bêtes, il va se full tap, et du coup on tutor toxique et on nettoie et c'est gagné quoi. Donc c'est vraiment compliqué pour ce genre de pack de jouer. Pour tout ce qui est Tajik, Saskia, c'est encore pire pour eux parce qu'ils ont vraiment très peu de solutions à Glacial qui va vraiment être le plan A, et Gitrog c'est dur à tuer pour eux. Le monstre est vraiment dur à tuer pour eux. Du coup, au final, même tempo, ça se passe plutôt bien, quoi. Tempo, c'est plutôt ok. C'est des match-ups difficiles parce qu'il faut pas faire de mauvais choix. Il faut pas hésiter à mulligan des mauvaises mains. Parce qu'en fait, une main de 7 cartes avec 3 cartes de merde, c'est déjà une main de 4 cartes en fait. Donc, celle-là, passer à 6, ça change pas grand-chose. C'est ça. Et après, il y a les gros contrôles. Genre un barrel control ou barrel control, caisse. Alors caisse, faut se méfier parce que ça peut vraiment te backfire et tu te dis, on est dans une game où on a le temps, on va aller chercher Wasteland, Life from the Loam, Raven's Crime, et on va le grinder petit à petit. Plutôt ton plan face à des contrôles lents comme Narzet ou Complètement, c'est complètement le plan, c'est grinder comme ça jusqu'à voir un miracle et faire coucou, j'ai une 13-13, qu'est-ce que tu fais? Et le pourrir. Mais en fait, ceux avec du rouge peuvent vraiment te dire, en fait, tu vois, mes incinerate et tout, je vais te les envoyer dans la tronche et je vais essayer de te tuer avant. Et alors, tu me disais, le dernier c'était face justement qu'est-ce que tu fais justement s'ils essaient d'aller un petit peu trop vite? Alors, s'ils essaient d'aller un peu trop vite, en fait, ils vont essayer de se comporter comme des packs tempo. Et dans ce cas-là, il faut les punir avec des plays anti-tempo. Et il faut aussi compter sur nos éphémères. On n'en a pas beaucoup, mais il faut bien compter dessus pour casser leur tempo qui va souvent être, pour les jeux bleus en tout cas, je contre pendant ton tour. Pendant mon tour, je joue 1 ou 2 cantrips et j'essaie d'avancer un petit peu. Et en fait, à chaque fois que nous, on va proposer un play fort, comme le monstre de Gitrog qui va coûter cher en mana et qui va prendre tout notre tour, eux vont le compenser avec des mana leaks, des remands, des trucs comme ça qui leur coûtent pas très cher et qui leur permettent, à côté de ça, de continuer d'avancer un plan de jeu. C'est comme ça que Kess va gagner ses games. Dans ce cas-là, il faut compter sur nos éphémères et nos plays et enchaîner. Éphémère pendant son tour, play fort pendant l'autre. Et faire un mouvement d'essuie-glace comme ça, où on va essayer de le faire avancer dans son plan de jeu pour le punir avec un play fort le tour suivant. Ouais, essayer d'aligner plusieurs sorts dans un même timing de contre-sort, quoi. Exactement. Qu'il puisse pas tout contrer, qu'il perde son tempo, etc. Exactement, ça va être, tiens, à ton upkeep, je vais jouer mon Uncharted Realms pendant ton upkeep. Donc je te force à te taper pendant ton upkeep, avant que tu aies pioché ta carte. Et tu l'as contré, c'est pas grave. En fait, à mon tour, moi, du coup, je vais full untap. Tu seras déjà pas mal engagé et je vais pouvoir jouer des trucs. On a l'avantage, en fait, c'est que comme on joue beaucoup sur nos terrains et que les terrains passent pas par la pile, ils ont tendance à perdre sur des cartes un peu fortes, genre Coffers, Caverne, Volrage, et de perdre sur des terrains comme ça. Et comme les tutors à terrain sont peu chers en mana, c'est beaucoup plus facile de les passer soit en début de partie, soit plus tard dans un mouvement d'essuie-glace, ou de faire, tiens, je te propose une expedition map que tu es obligé de contrer, parce que sinon je vais chercher Caverne aux âmes, et tu vas perdre la partie sur Caverne aux âmes. Et du coup, si tu contres, et que tu as engagé beaucoup de mana pour contrer une simple expedition map, ou autre chose, je peux jouer derrière un play fort, un change-lieu ou un truc comme ça. Et c'est là-dessus que tu vas gagner tes parties. Ce qui veut dire, par contre, garder ses ressources pour choisir le moment où on va faire les plays impactants. C'est ça. Et sachant que on a montré tous les tutors dans le paquet, il y en a beaucoup. Et faut pas. Soit faut en avoir vraiment beaucoup en main et en proposer un à chaque tour. Pour vraiment dire à l'adversaire, t'as pas le droit de souffler, t'as pas le droit de te dire tiens je pose un kill. Et pendant cela, on lande à chaque tour. Et au bout d'un moment, on peut commencer à proposer d'affilée, plusieurs tours d'affilée d'autres trucs. Soit on attend avec et on lande et on essaie de jouer la partie un peu plus lentement parce qu'on sait qu'on va avoir un Raven's Crime et qu'il y a un moment où on va te faire tiens je te Raven's Crime toute ta main et maintenant mes plays passent. Beaucoup d'adaptation donc. Ça demande beaucoup d'adaptation. En fait on est avec des cartes avec des effets très variés, très différents. La palette de couleurs est très large en fait. On est sur Green Black mais avec vraiment toutes les facettes de Green Black. Que ce soit des removals, des tutors, des fausses du ramp, de la pioche, tout quoi. Il y a vraiment tout et c'est un micmac. Je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que de résoudre Demonic Tutor dans Monster of Gitrog. S'il n'y a jamais quasiment jamais c'est ça que je vais chercher. Et en fait, un joueur de Gitrog qui lance Demonic Tutor, une table où il y a 5 personnes qui regardent, il y a 5 personnes qui vont penser une carte différente. Et l'adversaire aussi. Parce que lui, il sait ce qu'il a dans le palais, toi tu sais ce que tu as en main, et du coup, il y a trop de paramètres à prendre en jeu. Faut
des fois tu vas juste te dire, en fait là, Wasteland, je lui pète ça, il a plus de bleu, enfin, ça peut vraiment être difficile, quoi. Okay. Et il n'y a qu'une manière de s'en sortir, c'est l'expérience, quoi. Je te propose qu'on fasse un dernier aparté sur les dernières discussions sur la banlist, parce qu'il y a eu pas mal de discussions autour d'un ban dans J-Trog. Alors il y a évidemment les plus violents, les plus virulents qui veulent bannir le général. Est-ce que vraiment il y a besoin d'aller arriver jusque-là d'après toi ? Je pense pas, je pense vraiment pas. Et du coup justement tu proposais un ban de Squandered Resources à la limite ? Ouais, en fait pour moi la carte qui est vraiment la quintessence de la dégénération, c'est Squandered Resources, parce que c'est pas une capa de mana, donc ça prend pas Needle, ça force à jouer des cartes mauvaises, et souvent la meilleure réponse qu'on a en fait à cette carte, ça va être Counterspell. Et quand c'est assez fermé. Et ce qui est assez fermé, et quand la seule réponse que tu as c'est Counterspell, c'est pas très très bon, quoi. Parce que la carte, c'est en fait si tu l'as dans la main, vu qu'elle coûte 2, tu vas la jouer tout de suite. Si tu l'as pas dans la main, tu peux pas prendre de défaut dessus. Et du coup, tu vas prendre une défaut sur un tutor, mais la carte elle est toujours à disposition. Même quand elle est dans le cimetière, on a vu, elle est toujours à disposition. Tant qu'elle est pas exilée, elle est toujours là, quoi. Donc c'est un peu dur. Et c'est un combo où il n'y a pas assez de Grave 8 assez forte pour empêcher le combo, parce qu'en fait avant de partir en combo je vais chercher de quoi virer ta Grave 8 et ça sera plié. Donc ouais, c'est un combo qui est alors il y a un terme en anglais, c'est obnoxious, c'est vraiment waouh, ça stresse et t'es pas bien, et en plus de ça c'est un combo qui est désagréable à prendre dans la tronche. Parce que qui est long à résoudre, qui est long à résoudre, parce qu'en fait, serait obligé de faire l'impasse en fait. Quand tu commences à sacrifier tes terrains, t'as pas encore toutes les cartes du combo en général, et puis faut mettre assez de terrain au cimetière, donc faut piocher des cartes. C'est assez rare de faire, tiens là tu vois, j'ai tout de suite les 3 cartes du combo, j'ai gagné. C'est assez rare de le faire, c'est souvent. Parce qu'à la limite Teferi fait, et du coup j'ai toujours pu jouer 3 rounds toute la journée parce que ça allait assez vite. C'est ça. Là où avec J-Trog, c'est plus compliqué de dire je sacrifie, je cherche mes cartes, je suis même pas sûr d'aboutir, donc je peux même pas. Donc, en tant qu'adversaire, t'as même pas envie de concéder, parce que tu te dis, il peut très bien piocher que de la merde. T'es toujours dans ton labyrinthe. C'est ça. Et tant que t'es dans le labyrinthe, l'adversaire est obligé de te regarder. Et c'est désagréable pour lui, ce que je comprends, ce qui fait aussi que c'est difficile de s'entraîner avec J-Trog, parce que à moins d'aller à des tournois où t'as payé pour jouer ton tournoi, et donc ton adversaire, entre guillemets, pas le choix. Et encore, ça m'est déjà arrivé, je joue tous les jeudis soirs à Magic Bazaar, d'avoir des adversaires qui font, à la game 2, ils me voient poser Squandered, ils font, ouais, ok, bien joué. Et ils me la concèdent parce qu'ils n'ont pas envie de perdre 10 minutes. Et ce que je comprends. Mais moi, du coup, je peux pas m'entraîner à ce moment-là. Je comprends. Donc, un possible ban, ce serait celui-là. Il y a eu aussi pas mal de discussions autour de Glacial Chasm, qui est la carte qui achète trop de temps dans le deck. Il y a des gens comme New Trader qui disent que la carte est gratuite. Je suis vraiment pas d'accord. Elle n'est pas gratuite dans le deck. C'est le deck où elle coûte le moins cher, évidemment, parce que tout le deck est construit autour de ça. C'est un land combo, donc la carte coûte pas cher pour ça, mais la carte est entre guillemets nécessaire, parce que sinon en fait c'est impossible de gagner contre des Saskia ou des trucs comme ça. Tu pars pas en combo assez vite parce que le combo te demande trop de pièces. Tu peux pas acheter assez de temps avec des toxiques et des languish parce que c'est créature en sévérité. Tu peux pas. Et il n'y a que Glacial qui le permet vraiment assez. Et encore, elle a un vrai contre-coup, parce que tu peux perdre sur un Vindicate ou un truc comme ça, tu peux perdre sur un Cryptic Command. Tu peux. Enfin, voilà, c'est pas gagné avec Glacial. Donc c'est un ban qui me semblerait un peu injuste, et en plus de ça, qui fermerait les autres packs land qui pour le moment n'existent que très peu, parce que J-Trog est meilleur. Et en fait, sur un ban de Squandrid, pour moi, on verrait apparaître d'autres packs. Alors, on a vu au dernier zap, on a vu un Tatiova en top 16. Oui. Et qui pour moi, si J-Trog se retrouve avec Squandrid banni et que tu veux jouer le land combo, joue Tatiova. C'est le land combo. C'est vrai que c'est une option tout à fait viable. Il y a des gens qui jouent Lord Windgrace éventuellement, qui pourraient profiter de ce genre de carte là. Alors Lord Windgrace, moi je considère que c'est un Dareti, sauf qu'à la place des artefacts, t'as des terrains. En tout cas, c'est plus. Alors après, il y a plusieurs approches, mais il y a des versions justement très contrôle rock, il y a des versions très turbo valacute, il y a. C'est ça. Et en fait, c'est des packs qui ont du mal à émerger parce que J-Trog est souvent meilleur qu'eux pour partir en combo ou pour jouer contrôle. Et c'est pour ça qu'il y en a qui parlent d'un ban du général. Mais je pense que s'il y a un ban de Squandrid, on se retrouvera du coup avec 3 types de lance deck. Tatiova en mode combo lolilol avec mes terrains, je fais n'importe quoi, je pioche des cartes, c'est la teuf. J-Trog pour le combo grind, enfin le contrôle grind avec des cartes qui reviendraient comme Grapple with the Past. C'est pour 2 un instant où on meule 3 et on récupère un terrain ou une créature.
Et en fait, le meule 3, s'il y a un land dedans, on piochera une carte en plus. Et donc, on va grinder et c'est vraiment cool. Et qui tuera avec des gros Hugin ou des gros Emrakul. Il y a un pack c'est viable aussi. Et c'est complètement viable. Et c'est comme ça que je jouais le pack avant qu'on découvre le combo avec Squandrid. Et un pack Land Dévastation, Jund avec Land Windgrace, qui lui va essayer de faire Dévastation, moins de général, je repose 2 terrains. Et on n'en parle plus. Ouais. Et ça permettrait d'avoir vraiment des archétypes différents, mais basés sur Lands, et ce serait cool. Donc si Gitrog se retrouve à être un petit peu trop dominant ou à fermer le metagame, en tout cas ça c'est vraiment le ban que tu recommandes. Ouais, c'est le ban que je recommande parce que toutes les autres cartes sont ou jouées dans les autres paquets. Je pense à Splendid Reclamation qui est joué dans Tatiova parce que je vais piocher 12, gagner 12 life parce que je vais faire monter 12 terrains, ou dans Lord of Windgrace parce que Dévastation, je remonte tous mes lands, c'est vraiment pas mal. Et même dans la version contrôle de Gitrog, tu la joues parce que la carte est trop bien en fait. La carte est vraiment trop cool. Mais jouer des cartes cool, c'est le principe du Commander. Ça reste une carte à setup, ça reste une carte qui peut à plein de moments être soit inutile, soit win more. Et qui du coup là ferait pas partie d'une combo vu que ce qu'on a choisi serait plus là. C'est ça. On va peut-être en tout cas conclure là-dessus. Ouais, ça marche. Et écoute, merci pour ton invitation. Et merci beaucoup à toi.